Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi TV Plus pour vous informer ce vendredi 30 décembre 2022. Voici les principaux titres de votre journal. La loi des finances 2000, quelle sera la commune la plus propre du Gabon? C'est la question à laquelle le concours d'assainissement qui a été officiellement lancé ce jour par Lambert Noël Mata va répondre dans les semaines à venir. La loi de finances 2023 continue de susciter des réactions au sein de l'opinion. C'est le cas du copil citoyen qui demande son annulation à la Cour constitutionnelle. Vous le verrez dans ce journal. Au Mali, les 46 militaires ivoiriens sont devant la barre à la cour d'appel de Bamako. Les autorités d'Abidjan réclament leur libération. Et avant de refermer ce 20h, Herman Malaga rendra sur ce plateau, comme d'ailleurs comme la planète entière, un hommage au roi Pelé qui s'est éteint hier soir. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal pour parler à présent du glissement de terrain survenu à Oufoué-Boué dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier et qui a emporté une partie de la voie ferrée. Cette situation continue d'avoir un impact considérable sur l'activité économique de certaines entreprises. C'est le cas de la compagnie minière de Logoué, en abrégé Comilog, qui s'est vue contrainte de déclarer un cas de force majeure. Des précisions dans ce reportage de Maya Meza. C'est par le biais d'un communiqué rendu public et signé de son administrateur directeur général, Léode Paul Batolo, a tenu à informer l'ensemble de ses partenaires du bouleversement de ses activités. À la suite de la notification par la société d'exploitation du Transgabonais Citrag, une situation qui rend impraticable le chemin de fer et qui affecte la productivité pour une durée dite indéterminée. C'est donc face à cette catastrophe que la filiale du géant minier a annoncé la mise en œuvre des mesures afin de faire face. La Comilog déclare le cas de force majeure et informe l'ensemble de ses partenaires de l'évolution de la situation, ainsi que la reprise normale de ses activités. Par ailleurs, l'entreprise a tenu à souligner qu'elle reste disponible en cas de questions ou demande d'informations relatives à cet incident. Face à cette situation, la Comilog prie donc à l'ensemble de ses partenaires de se rapprocher des interlocuteurs habituels afin de déterminer dans quelle mesure cette catastrophe est susceptible d'impacter leurs prestations. Et poursuivons cette édition d'information avec la première édition du concours de l'arrondissement le plus propre qui a été officiellement lancé ce vendredi 30 décembre au ministère de l'Intérieur. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie. Jessica Andjoua également. Dénommé prix de l'arrondissement le plus propre, vert et résilient, le coup d'envoi est lancé par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Le concours de l'arrondissement le plus propre, une épreuve d'une grande envergure pour les autorités du pays, mais aussi pour le bien-être de la population. Ce concours vise à rendre notre capitale politique et nos capitales provinciales plus propres, vertes et résilientes. Des villes belles, dotées d'un cadre de vie sain et agréable, je l'ai déjà mentionné, car l'insalubrité récurrente détériore l'environnement et fait peser sur les citoyens de graves risques de santé publique. Il s'agit en réalité d'implémenter la culture de la salubrité dans le fonctionnement régulier de nos communes, dont l'esprit obéit aux prérogatives régaliennes qui leur sont conférées par la loi numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Le concours de l'arrondissement le plus propre a pour objectif de pallier à l'insalubrité observée dans plusieurs quartiers. À 48 heures de la nouvelle année, les autorités lancent les hostilités. Les villes admises à concourir: Libreville, capitale de notre pays, et les 9 capitales provinciales. Donc Libreville et ses 6 arrondissements, la capitale de l'estuaire Akanda et ses 2 arrondissements, Franceville, capitale du Haut-Togo et ses 4 arrondissements, Lambaréné, capitale du Moyen-Ogooué avec ses 2 arrondissements,
Langounier, avec capitale provinciale, Mouila, ces 2 arrondissements. Kibanga, capitale de la Nyanga, avec ces 2 arrondissements. Makoku, capitale de Goué-Vindo, 2 arrondissements. Koulamoutou, capitale de Goué-Lolo, 2 arrondissements. Port-Gentil, capitale de Goué-Maritime, avec ses 4 arrondissements. Et Oyem, capitale de la province de Wolintem, avec ses 2 arrondissements. Soit au total 28 arrondissements appelés. Et mieux, devant prendre part à cette compétition dotée d'un prix d'une valeur de 500 millions de francs CFA pour le vainqueur. Le lancement du concours de l'arrondissement le plus propre a pour critère de sélection l'organisation institutionnelle et opérationnelle, la gouvernance collaborative et la communication avec le citoyen, l'hygiène et la propreté, et enfin la protection des espaces verts, la lutte contre les érosions du sol et la préservation du cadre de vie. Depuis toujours inféodés à d'autres structures syndicales, les retraités du Gabon ont aujourd'hui leur propre syndicat, le SINAREC, c'est son nom. Celui-ci aura pour vocation de défendre exclusivement les intérêts des personnes mises en retraite à travers le pays, comme nous l'explique Alexandre Mba dans cet élément. Le monde syndical gabonais désormais a un nouveau bébé. Entendez par là le syndicat national des retraités du Gabon. Une entité syndicale qui voit le jour suite à une réflexion profonde. Nous allons ouvrir nos activités syndicales afin que nous-mêmes, nous puissions participer à toutes les activités qui concernent les retraités. Voilà, chers amis, voilà, chers camarades, ce pour lequel nous nous retrouvons ici ce matin. Nous venons donc commencer avec nos activités en disant à l'opinion nationale que désormais, nous voulons régler nos problèmes nous-mêmes. Au regard de la floraison des syndicats au Gabon, le SINAREC se veut singulier dans sa philosophie. Il y a combien de syndicats qui sont proprement dirigés par, n'est-ce pas, le retraité? Il y en a combien? 0. Alors notre syndicat, c'est le premier syndicat qui va parler des retraités au sein duquel il n'y aura que les retraités. Donc pour nous qui venons de le créer, ça n'est pas un syndicat de trop. Les batailles pour un mieux-être du retraité au Gabon étant difficiles, le directeur du SINAREC invite les retraités à l'unisson. Et puis j'ai dit à mes collègues retraités, oui, hier nous étions sous le soleil, on nous trimballait à gauche, à droite, on nous disait des choses vertes, parce qu'on n'avait pas de maison. Mais maintenant, nous venons de construire une maison. Messieurs, si vous restez sous le soleil, libre à vous. Si vous restez encore sous les intempéries, mais c'est votre choix. Mais autrement dit, pour notre part, voici une maison bien bâtie, elle est tendue. Venez dans cette maison. Il faut dire que plusieurs années durant, les retraités étaient inféodés au MSTG qui s'occupe essentiellement des préoccupations des travailleurs actifs. Aux affaires étrangères, on parle du point de presse des agents du dit ministère. Les agents tenaient à faire le bilan après le lancement officiel d'une grève de la faim il y a cela quelques jours. Jessica Andjoa nous en dit plus dans cet élément. Aux affaires étrangères, tout ou presque tout va mal. C'est pourquoi le syndicat a tenu à s'exprimer au sein de l'institution de tutelle, 3 jours après la prise de décision d'entamer une grève de la faim. C'est avec effroi que j'ai constaté le cynisme, l'humanisme et la haine qu'incarne le ministre Adamou, capable d'en finir avec un diplomate rabaissé à observer une grève de la faim au lieu de solutionner un tant soit peu les problèmes évidents de son département. Je saisis cette occasion pour lui rappeler que le fondement de l'État est basé sur le contrat social qui est une entreprise normative qui légitime le pouvoir de l'État de droit, empêchant par exemple d'enchaîner un homme à un autre comme esclave. Le ministère des Affaires étrangères étant le bras séculier de la présidence de la République, peut-on penser que le chef de l'État soit indifférent aux difficultés que rencontre
actuellement les diplomates gabonais. Le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, serait-il fermé au dialogue et autres mesures pouvant faire avancer les revendications? La question vaut son pesant d'or au regard du prolongement de la grève. Comment imaginer que les prérogatives du Premier ministre soient en deçà de l'arrogance du ministre des Affaires étrangères? Selon le roi Salomon, le vrai leader ne consiste pas à se servir, mais à servir son entreprise, ses salariés, ses clients, au bout du compte, à servir Dieu. Si vous y parvenez, cela signifie que vous avez réussi à devenir un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est digne qu'on le suive. Face à l'indifférence du gouvernement par rapport à la crise que traverse le ministère des Affaires étrangères, le syndicat continuera à mener des actions d'envergure pour se faire entendre. Le point de presse des agents grévistes est une fois de plus une manière d'interpeller les membres du gouvernement en général sur le malaise qui se vit au sein de l'institution des diplomates. Et toujours en rapport avec le Front social, l'Assemblée générale du Syndicat national des professionnels des eaux et forêts s'est tenue ce 29 décembre. Objectif, poser le diagnostic de leurs revendications pour le compte de l'année qui s'achève et annoncer de nouvelles perspectives. Estelle Anvan pour le récit. En fin 2021, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts suspendait son mouvement de grève générale illimité pour laisser place au dialogue social avec la tutelle. Un an après, le SYNAPEF a déploré l'absence de la tenue des réunions techniques pour la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2020. Une accalmie de 12 mois perdue et non mise à profit pour s'employer à l'effectivité des engagements pris. Engagement resté jusqu'à ce jour au stade embryonnaire des intentions. Ce diagnostic de l'année 2022 du syndicat a également permis de mettre en relief les nombreux dysfonctionnements dans la gestion du département ministériel, en l'occurrence la suspension arbitraire et sans motif de fonction de 3 responsables administratifs, la suspension des primes à plus de 200 agents en violation des textes réglementaires. Nous sommes assez surpris que malgré ces efforts faits par le gouvernement pour donner suite à une des revendications principales des administrés du ministère des Eaux et Forêts, la tutelle ne puisse pas accompagner cela par une répartition juste et équitable à hauteur des recettes engrangées par le département. Donc nous attendons que les plus hautes autorités de l'État puissent rappeler à l'ordre tout simplement la tutelle. Également laissé pour compte, selon le syndicat, les victimes du conflit homme-faune dont le nombre de plaintes enregistrées s'élève à plus de 12 000 depuis 2016. Sans la bonne gouvernance, les efforts produits pour s'attirer les subventions internationales ne peuvent avoir aucune incidence améliorative sur la qualité de vie des populations. L'année 2023 s'annonce donc mouvementée du côté du ministère des Eaux et Forêts avec en perspective des démarches du SYNAPEF auprès des institutions de la République dès le premier trimestre. Au pire, une paralysie totale des activités du ministère est annoncée dès janvier 2023. Et comme annoncé en titre, après l'adoption de la loi des finances 2023 par les 2 chambres du Parlement qui consacre plus de 100 milliards de francs CFA pour l'organisation des futures élections, dont 16 consacrées au règlement du contentieux électoral, le copil citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour introduire une requête en déclarant d'inconstitutionnelle cette loi de finances. Modeste Bazangoy. Adoptée récemment par le Parlement, la loi des finances 2023 suscite des réactions. À l'occurrence, celle du copil citoyen qui reproche à cette loi de finances plusieurs anomalies, tant sur le fond que sur la forme. C'est fort de ce constat que le mouvement citoyen a saisi la Cour constitutionnelle, estimant que la dite loi est anticonstitutionnelle. On a démontré qu'il y avait plusieurs erreurs de calcul dans cette loi de finances. Et ces erreurs de calcul remettent en cause le principe constitutionnel de l'équilibre du budget. Parce que le budget doit être voté en équilibre.
total des recettes doit être exactement égal au total des ressources. Même s'il y a 1 franc de différence, c'est une violation de la Constitution, nous l'avons démontré. Le ministère, les députés ont par exemple retiré 1,5 milliard au budget du ministère de l'économie forestière pour le réaffecter au ministère au niveau du budget du ministère de l'Agriculture, mais sans procéder aux imputations internes. Le COPIL citoyen trouve d'incohérent l'inscription budgétaire sur la loi de finances qui consacre 100 milliards de francs CFA pour l'organisation des futures élections générales. Le gouvernement a retiré de la ligne budgétaire de l'organisme en charge des élections le montant nécessaire à l'organisation des élections pour l'insérer dans une autre ligne budgétaire qu'on appelle les dépenses transversales. Alors que depuis la nuit des temps, depuis que les élections sont organisées, le budget nécessaire aux élections a toujours été logé dans la ligne budgétaire affectée à l'organisme qui organise les élections. Sur le fond, le COPIL citoyen a démontré à la Cour que le budget affecté à l'organisation des élections générales est au-dessus de l'ensemble des budgets de toutes les élections organisées depuis ces 17 dernières années. 2005 élections présidentielles, donc de 2005 à aujourd'hui, ça fait 3 élections présidentielles, 3 élections législatives, 3 élections locales. Et on ne peut pas avoir pour une élection générale un montant qui soit supérieur à la somme des élections organisées depuis les 17 dernières années. Ce n'est pas possible. Le COPIL a également saisi la communauté internationale pour la même cause. Mais pour l'instant, tous les regards sont fixés vers la Cour constitutionnelle qui devra décider de la recevabilité ou non de cette requête. Une note de politique à présent dans cette édition d'information. Une partie de l'opposition gabonaise appelle à une concertation politique sur le code électoral avant la tenue des élections générales de 2023 qui pointe déjà son nez. C'est au cours d'une rencontre qui s'est tenue à la Chambre de commerce de Libreville. Chimène Lindon y était pour le compte de notre rédaction. Les lignes politiques sont en train de bouger au Gabon 8 mois avant l'élection présidentielle de 2023. Le regroupement politique de l'opposition dénommé Ligue panafricaine et patriotique de défense de la souveraineté, l'IPADES, vient d'opérer une seconde sortie à travers l'organisation d'une conférence de presse qui avait pour objet l'officialisation de la démarche annoncée le dimanche 18 décembre 2022 d'adresser au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, une correspondance sollicitant la convocation d'une concertation de la classe politique gabonaise sur les réformes du code électoral. Face à la presse, Thierry Dargendieu a levé cet équivoque sur cette opposition qui semble vouloir privilégier le jeu des postures au détriment de l'efficacité de l'action visant à atteindre des objectifs et des aspirations légitimes du peuple gabonais à un mieux-être résultant d'une démocratie réelle et affirmée. Nous devons donc ensemble rechercher les conditions d'organisation en 2023 des élections politiques plus apaisées et un processus électoral intègre et toujours transparent. Unis comme un seul homme, c'est à tour de rôle que ces leaders politiques ont eu à signer un document pour montrer leur détermination au chef de l'État à la tenue effective de cette concertation. La LIPADES se présente comme un cadre de concertation, un laboratoire d'idées visant à impulser le changement à la tête du pouvoir. Si le nom de votre enfant est mal écrit dans l'acte de naissance, les parents ont la possibilité de rectifier le tir. Seulement, comment y parvenir? Voici quelques éléments de réponse. Un nom mal orthographié est une simple erreur matérielle. Cela signifie que celui-ci peut être rectifié sur le plan administratif. Cette rectification passe par une procédure bien déterminée. Lorsqu'il y a une erreur sur le nom qui est constatée, sur le nom de l'enfant, parce que l'acte est déjà sorti de la mairie et que la mairie n'a plus le droit de raturer l'acte ou d'en établir un autre, le parent
se rend au greffe d'état civil du tribunal qui a compétence dans la circonscription où l'acte a été émis, et il notifie donc au tribunal l'erreur. Bien entendu, cette erreur est confirmée par l'officier d'état civil qui envoie également une correspondance au président du tribunal pour attester effectivement de cette erreur-là. Et là, le tribunal statue. Et lorsque le tribunal décide effectivement qu'il y a eu bel et bien une erreur sur l'orthographe, le tribunal ordonne la rectification de cette erreur par un jugement. Et donc ce jugement, une fois qu'il sort au tribunal, le parent ramène ce jugement à la mairie où l'acte a été établi et sur la base de ce jugement, le maire rectifie l'erreur. Soit par rectification d'erreur matérielle, donc on met au verso de cet acte le nom avec l'orthographe exacte, soit lorsque c'est un jugement supplétif et qu'on nous demande de reprendre l'acte, on reprend l'acte avec bien entendu les références du jugement qui justifient le changement. Quel est le délai requis pour que ce cheminement puisse être pris en compte? À cette interrogation, Axel Jason Ayenoué, maire de la mairie de Plein Niger, communément appelée la mairie du bonheur, répond. Il n'y a pas de délai. À n'importe quel moment, même 10 ans après, le tribunal peut être saisi et le tribunal statue. Il n'y a pas de délai prévu par la loi. D'aucuns trouveront le processus long, mais c'est la procédure à suivre pour que les parents sortent de là satisfaits. À quelques heures de la fin de l'année 2022, les Gabonais, comme il est de tradition, attendent le discours d'Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Quelles sont les attentes des Gabonais et des Gabonaises? Voici quelques réactions au micro de Jessica Ondjoa. Les présidents doivent aider les pauvres, surtout les pauvres. Et surtout, ceux qui n'ont pas de moyens et ceux qui ont déjà eu la retraite des années, qui n'ont personne devant, il faut les aider. Il faut les aider parce qu'il y a certaines qui ont eu la retraite depuis 5 ans, 4 ans, 6 ans, qui n'ont même pas eu leur pension et ceux qui sont déjà morts, ils n'ont rien eu. Et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas bon. Alors, le chef d'État demande aux fonctionnaires de repartir en recyclage. Parce que tout simplement, on a besoin que la main-d'œuvre puisse évoluer sur le plan administratif. Mais nous revenons de ce recyclage-là. Comment se fait-il qu'après 3 ans, nous ne sommes pas toujours reclassés? Nous n'avons pas de reclassement, nous n'avons pas des avancements. Et connaissant la situation de la retraite en ce moment, on est un peu sceptique. On se dit qu'est-ce qui va se passer quand nous on ira en retraite? Moi je pense que le chef d'État, il n'a même pas de discours à faire. Moi je n'attends rien du président, malgré ses promesses. En fait on n'attend rien de lui, on n'attend rien de son gouvernement. En ce qui me concerne, il n'y a pas de commentaire. Pour moi, ce serait un discours comme tout le reste du discours, comme les autres discours. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, allez-y, faites le tour des établissements de la place. Vous trouverez des établissements qui n'ont pas de professeurs de quelques matières. Où va le corps dans ce sens-là? Également annoncé en titre au Mali, nous parlons à présent du procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet et qui s'est ouvert ce jeudi à la cour d'appel de Bamako. Il s'est poursuivi ce vendredi. Les autorités ivoiriennes n'ont cessé d'exiger leur libération. Cette demande a été appuyée par les chefs d'État ouest-africains lors du sommet de la CEDEAO du 5 décembre 2022. Le récit est de Sidela Niman. Le jugement des 46 soldats ivoiriens avait débuté jeudi à la cour d'appel de Bamako pour association de malfaiteurs, attentats et complots contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre, troubles graves à l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'audience, qui avait démarré dans la matinée, a été suspendue en fin de journée par le président par intérim de la cour d'appel de Bamako après l'identification des prévenus. La séance s'est poursuivie ce vendredi. Le 10 juillet dernier, les autorités maliennes avaient arrêté 49 soldats à l'aéroport de Bamako, les qualifiant de mercenaires aux intentions menaçantes,
Faute de papiers en règle justifiant leur présence sur le sol malien, Abidjan assure pourtant que ces soldats étaient en mission pour l'ONU. L'incident a pris une telle ampleur que plusieurs médiations ont eu lieu pour obtenir leur libération. 3 femmes uniquement ont été relâchées par Bamako alors que les 46 autres ont été incarcérées. Aucune décision n'a encore été prise quant à leur libération. Pourtant, cette audience spéciale intervient quelques jours après que le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé un mémorandum concernant la libération des soldats. Il y a une semaine, une délégation officielle ivoirienne a rencontré les autorités maliennes dans une ambiance fraternelle et le ministre ivoirien de la Défense a assuré que l'affaire était en voie de résolution. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait donné un ultimatum à Bamako jusqu'au 31 décembre 2022 pour leur libération. Sport à présent et nous parlons du CHAN 2023. La Confédération africaine de football a annoncé pour le 13 janvier prochain le début du championnat d'Afrique des Nations Total Énergie Algérie 2023. Pour cette édition, 18 sélections y prendront part, contrairement à 14 équipes lors des éditions précédentes. Herman Malaga pour des précisions. Après les émotions vécues avec le parcours du Maroc en Coupe du Monde, l'Afrique s'apprête encore à vibrer sur ses terres grâce à la magie du football. Place à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, Total Énergie Algérie 2023, prévu du 13 au 4 février 2023, selon la publication de la Confédération africaine de football, CAF. Ce grand rendez-vous du football continental qui voit les joueurs locaux exprimer tout leur talent s'ouvrira lors de la première journée par un derby nord-africain entre l'Algérie et la Libye. Le stade Baraki sera le témoin du spectacle de cette merveilleuse rencontre lorsqu'il sera 20h ce 13 janvier 2023. Cette édition verra évoluer 18 sélections africaines, contrairement aux éditions précédentes où 14 sélections étaient alors retenues. Elles sont reparties en 5 groupes dont 3 de 4 équipes et 2 de 3 équipes. 4 stades ont été choisis pour abriter les différentes rencontres. Stade Shahid, Baraki, le stade olympique Oran et le stade du 19 mai 1956 à Naba. Les 5 groupes constitués verront évoluer des grands noms du football continental, notamment les Fennecs d'Algérie logés dans le groupe A, en compagnie du Mozambique, de la Libye et de l'Éthiopie. Le groupe B avec les éléphants de Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Les groupes C, D et E verront le Mali, le Ghana et le Maroc prendre part à cette compétition, aux côtés d'autres sélections. Quelle équipe remportera le sacre final? Les Black Stars du Ghana, après 6 ans d'absence, semblent avoir le titre en ligne de mire. Et nous poursuivons toujours en sport avec cette triste nouvelle. La légende du football brésilien et mondial, le roi Pelé, a tiré sa révérence ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans de suite d'un cancer. Le monde entier, très touché par cette disparition, salue la mémoire du légendaire numéro 10 de la Seleção et des Santos. Le roi est mort, vive le football. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, la légende du football brésilien et mondial, est décédé ce jeudi 29 décembre 2022 d'un cancer du côlon à l'âge de 82 ans à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Le natif de Três Corações, ville située entre Belo Horizonte, Sao Paulo et Rio de Janeiro, était fils d'un ancien footballeur amateur. La passion du football, la graine d'un footballeur et champion, en avant sur son temps, pour le roi Pelé semble venir de là. Celui qui a connu plusieurs clubs, entre autres Canto de Rio, Sao Paulinho, Barro AC et surtout le mythique club brésilien Santos, avec qui il a remporté 6 titres de champion et 2 Libertadores, est l'unique joueur à avoir remporté 3 fois une Coupe du Monde en 1958, 1962 et 1970. La première à 17 ans et 8 mois. Il a su écrire d'une marque indélébile l'histoire du football mondial et laisser un vide énorme au regard de multiples réactions dans le milieu sportif. 1958 est l'année de l'éclosion de la légende brésilienne. Forfait au début de ce mondial, c'est à partir des quarts que le légendaire numéro 10 de la Seleção et de Santos se fera remarquer avec le but victorieux contre le pays de Galles, 1-0. Un triplé en demi-finale face à la France pour une victoire, 5-2, et un doublé en finale contre la Suède pour une victoire 5-2, avant de récidiver en 1970 avec 4 buts marqués et 5 passes décisives, notamment avec une pour Carlos Alberto en finale contre l'Italie pour une victoire 4-1. Le roi Pelé était un joueur puissant, performant, doté d'une explosivité et spontanéité incroyables.
Il est le seul joueur qui a su concilier football d'autrefois et moderne. Pour plusieurs, il aurait pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi sans difficulté. La carrière de Pelé s'écrit à environ 1263 buts marqués pour 77 réalisations avec la Seleção, où à ce jour il est co-meilleur buteur avec Neymar Jr. Le président brésilien Jair Bolsonaro a décrété 3 jours de deuil national pour la légende brésilienne qui sera inhumée à Sao Paulo ce 3 janvier 2023. Adieu le roi Pelé, le seul qui a conquis les cœurs. Le roi est mort, vive le football. Le roi est mort, vive le roi. Herman Malaga nous a rejoint sur ce plateau. Herman, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Roland, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour être plus complet sur cette actualité triste pour le monde du football et pas seulement. Depuis l'annonce du décès du roi Pelé, les hommages ne cessent d'inonder la toile. Roland, effectivement, le monde entier s'est prononcé suite au décès du roi Pelé dans le domaine sportif, dans le domaine politique, mais également les journaux dans le monde ont titré suite au décès du roi Pelé. Le président Ali Bongo également s'est prononcé et a déclaré, je cite, « Il était simplement le plus grand, celui qui a élevé le football au rang d'art. » Ce soir, Dieu a rappelé à ses côtés le roi Pelé. En 2012, Pelé était venu au Gabon, je garderai à jamais en mémoire les moments passés ensemble. Sa gentillesse, son humilité repose en paix, a écrit Ali Bongo. Le président Paul Biya également s'est prononcé suite à ce décès. Vladimir Poutine, le président Macron et le président Jair Bolsonaro a décrété 3 jours de deuil national. Pour le côté sportif, c'est Neymar que nous avons choisi et qui s'est prononcé suite au décès de la légende du football brésilien. Il a déclaré: avant Pelé, 10 était juste un numéro. J'ai lu cette phrase quelque part à un moment donné de ma vie, mais cette phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il l'a transformé en art de divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux noirs et surtout, il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi. Il est parti. Sa magie restera. Le roi reste éternel. Le roi reste éternel, vous faites bien de le préciser d'ailleurs, que le président Ali Bongo a tweeté pour justement adresser ses sincères condoléances et afficher sa tristesse face à ce départ du roi Pelé. On rappelle que c'était le 10 février 2012 et qu'il était d'ailleurs de passage ici au Gabon, à Libreville. Il avait participé à un tournoi de beach soccer où il avait créé l'effet surprise à l'endroit de la jeunesse. Il avait également participé à la campagne Sans Sida qui avait été organisée parallèlement à la Cannes 2012 qui avait été organisée par le Gabon. Alors, Herman Malaga, quels sont les moments forts, parce qu'il y en a tellement. Ça, il faut le préciser, qui aurait marqué la carrière de ce roi du football? Alors, il faut dire que l'année charnière pour la carrière du roi Pelé semble être 1958. D'ailleurs, il faut d'abord dire qu'il a joué dans plusieurs clubs. Il s'est expatrié à un moment donné du côté des États-Unis, mais il est beaucoup resté au niveau du Brésil. Il a joué au Canto de Rio, à Sao Paulinho, mais surtout à Santos, où il a un peu révolutionné ceux de Sardis, notamment avec la sélection de la Seleção du Brésil. Alors, il a remporté 6 titres de champion et 2 titres Libertadores. Avec la sélection de la Seleção, il faut dire qu'il a remporté, il est le seul joueur à ce jour à avoir remporté 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. La première, d'ailleurs, il l'a remportée à 17 ans et 8 mois. Alors, pour revenir sur cette année 1958, au début de la compétition, Pelé était blessé. Il arrive en quart de finale. Il offre la victoire à la Seleção 1-0 face au pays de Galles. Contre la France en demi-finale, il réalise un triplé pour une victoire 5-2. Et en finale contre la Suède, il réalise un doublé pour une victoire là également 5-2. En 1970, il va récidiver avec 4 buts marqués, 5 passes décisives pour une victoire en finale 4-1 contre l'équipe d'Italie. Il faut dire que la carrière du roi Pelé se chiffre à plus de 1000 buts, 1200 buts. Toute compétition confondue, et avec la Seleção, il est à 77 réalisations co-meilleur buteur avec Neymar actuellement de la sélection brésilienne. Alors, Herman Malaga, très rapidement, parce que le temps nous est imparti, qu'était-il devenu juste après sa carrière de footballeur?
Alors après la carrière, il faut dire que le roi Pelé a prêté son image à beaucoup d'entreprises et beaucoup de publicités, on va le dire comme ça. Il a également été ambassadeur au niveau de l'UNESCO et entre 1995 et 1998, il a été ministre extraordinaire des sports du côté du Brésil. Merci Herman Malaga d'être passé sur ce plateau pour nous apporter un peu plus de précision sur cette actualité triste, on le rappelle, pour le monde du football. Et pas seulement. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent et en replay sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonsoir.